pour la première fois, il y a plein de visages que j'avais jamais vus. Non, soyez pas timide, il y en a plus que j'ai jamais vu. Voilà, la vraie vérité. Ben, ça fait chaud au cœur, moi je suis super content. Ce ciné-club, c'est une idée que j'ai eue il y a 4-5 ans et que j'ai proposé à la directrice du Max Linder, puis avec toute l'équipe, ça devient un rendez-vous mensuel. Donc c'est un dimanche matin par mois, c'est quelque chose qu'on a vu très convivial, c'est pour ça que vous avez le temps avant de prendre un petit déjeuner, une boisson chaude, une boisson froide, un jus de fruits, un petit gâteau, voilà, profitez. Il y a une petite boutique éphémère autour de la séance ou du film. Parfois il y a des invités, parfois non. Vous allez devoir me supporter. Juste pour aller très vite, la musique que vous veniez d'entendre là, c'était une série de films autour de Clint Eastwood, pas que Morricone, et ça s'appelle l'Eastwood Symphonics. C'est Clint Eastwood qui a fait une série de concerts et une petite tournée, comme ça, en revisitant. Lui, il est bassiste de formation, et puis il tourne aussi avec un quatuor. Et là, c'était une version symphonique, et tout à l'heure, dans le hall, pour ceux qui étaient là, qui ont pu en profiter, j'ai des amis qui m'ont fait la surprise, qui s'appelle le Fantasy Orchestra, de jouer 2 petits morceaux comme ça à la guitare et avec des voix et en sifflant. Et le Fantasy Orchestra, pour ceux que ça intéresse, le dimanche 27 octobre à Montreuil, à la Marguerite, qui est un super lieu de concert convivial, vous pouvez écouter la musique et manger. Ils vont faire un concert tout autour d'Ennio Morricone, et c'est une formation qui peut aller jusqu'à 30 personnes sur scène. Donc c'est des musiciens, des solistes, des voix, et je vous invite vraiment à prendre vos places. C'est un super moment convivial, c'est autre chose que les grands concerts de Morricone et de toutes ces tournées qu'il pouvait faire ces dernières années. Moi, c'est un peu aussi ça qui a nourri ma passion autour d'Ennio Morricone. Et juste, je suis un petit peu long parce que je présente les choses pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc voilà, vous trouverez le petit flyer là, du Fantasy Orchestra. Donc c'est dimanche 27 octobre prochain. Et surtout, pourquoi j'ai cette longue présentation? Là, c'est la 4e saison. L'idée, c'était à chaque fois une BO d'Ennio Morricone. Et on en a fait 200, 300, 400, c'est tout. Une fois par mois. Mais c'est pas facile en fait d'avoir toujours des copies de qualité pour faire ce qu'on veut, parce que tout n'est pas disponible. Et il y a pas mal de gens qui me posent la question, alors est-ce qu'on fera un autre compositeur ou autre chose? C'est pour ça que cette année, le rendez-vous, on l'a baptisé pour la 4e saison, Caro Ennio and Friends, puisqu'on va l'élargir à d'autres compositeurs pour se faire plaisir et surtout être dans l'actualité du moment. Et notamment, il y a un livre qui est sorti il y a quelques mois autour de John Williams. John Williams, c'est pareil, c'est un compositeur qu'on suit, qu'on aime quand on est cinéphile. Et donc, vraiment, c'est le même jour que le Fantasy Orchestra, dimanche 27 octobre, ici au matin. Donc, votre dimanche, va être vraiment long, parce que vous commencez ici à 11h avec La Tour Infernale, un film qu'on n'a plus jamais vu en salle depuis des années. C'est une musique de John Williams. Moi, je voulais faire des choses un petit peu différentes parce qu'on connaît tout son parcours avec Spielberg ou la Guerre des Étoiles ou Harry Potter, mais je voulais évoquer une autre partie de son œuvre, et c'est quelque chose qu'on a choisi avec Jean-Christophe Manusseau qui a écrit le livre sur John Williams. Donc ça, notez bien ce rendez-vous-là. Et puis le soir, après, vous allez à la Marguerite, mairie de Montreuil, c'est à partir de 19h le concert du Fantasy Orchestra. Juste aussi d'autres petites choses à vous signaler si vous aimez Ennio Morricone. Il y a en ce moment un cycle à la Cinémathèque française autour de Mastroianni. On fête son centenaire. C'est dimanche ou samedi prochain, je parle de la date anniversaire, il est né un 28 septembre. Et il y a eu plein de... Sa carrière est très riche, comme celle de Morricone. Et il y a un film qui est très rare à voir, moi je vais essayer d'aller voir jeudi, qui s'appelle Allons enfants, des frères Taviani, avec une super belle musique, une musique que vous connaissez tous, parce qu'il y a une ritournelle dedans, qu'on a entendue, qui a été reprise par Tarantino dans Inglourious Basterds. Voilà, je ferme cette petite parenthèse, et juste aussi pour vous dire que moi, à la base, je suis distributeur de films, Lost Film, je ressors des classiques, et la semaine prochaine, même heure, non, même endroit, presque même heure, j'animerai une séance du film The Wicker Man. Vous avez peut-être vu la bande-annonce en première partie, et il y aura un ciné-quiz spécial autour du film. Voilà, donc si vous venez, vous jouez, et puis il y aura des cadeaux en ressortant. Et l'actualité du Max Linder, elle est très très riche, puisque là, ça s'inscrit dans un festival qui s'appelle le festival Play It Again. Donc c'est plein de classiques qui sont en train d'être diffusés dans cette salle. Au milieu aussi de la programmation d'Emilia Pérez, là, ces derniers jours. Et puis dans quelques jours, vous avez aussi le Joker ici. Et pile aussi dans une semaine, mais c'est complet, il y a une séance unique d'un film de Laurent Boutonnat pour la sortie vidéo du film Giorgino avec Mylène Farmer. Voilà, j'ai presque fini les présentations.
Je ne vais pas vous faire un cours magistral autour de Morricone et Léon plus Morricone plus Clint Eastwood, j'aimerais bien. On en reparlera un petit peu après. Là, juste pour vous dire, évidemment, pour tout le monde, c'est avec ce film-là que j'ai envie de dire, tout commence. Ennio Morricone, on est en 64, il a déjà composé pour le cinéma, mais c'est avec ce film-là qu'il éclate aux yeux du monde, parce que c'est une révolution dans tous les sens, c'est une révolution pour la musique de film, pour le cinéma, pour le genre du western, pour Sergio Leone qui va exploser aussi, et pour évidemment un petit jeune américain qui débarque dans cette production, qui est Clint Eastwood. Vont suivre 3 films qu'on appelle la trilogie du dollar, mais c'est vrai que c'est un peu la base d'un schéma, d'une nouvelle façon de voir les choses, de mettre en scène le western. On en reparlera un petit peu après. Mais voilà, pour les fans de Morricone, vous allez voir dès le générique de début, toute la différence, c'est-à-dire tout ce qui va insuffler sa façon de faire, en faisant rentrer des instruments qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la musique de film. C'est quelqu'un qui a été bercé, qui a été formé de façon très classique à la trompette, qui se destine à une carrière musicale, j'ai envie de dire, plutôt sérieuse que de la musique de film. Mais c'est vrai que pour gagner sa vie, il commence à composer pour la RAI, pour arranger pour des morceaux et des chansons pour de grands chanteurs de variété italienne. Et c'est pour ça que quand il arrive dans le cinéma, il commence en 61 avec un réalisateur un peu moins connu qui s'appelle Luciano Salce, et il fait des films policiers, des comédies. Il va faire, juste avant ce film-là, 2 westerns, plus méconnus, qui s'appellent Duel au Texas et Mon Colt fait la loi. Mon Colt fait la loi. Voilà, c'est un film un titre un peu à part. Et c'est vrai que en arrivant dans la musique de film et dans le western, comme Sergio Leone, il va un peu bousculer tous les codes. Et là, vous allez voir, parce que je jouais aussi tout à l'heure un peu le Fantasy Orchestra, un soliste qui fait de la guitare, mais aussi qui siffle, des voix humaines au milieu d'instruments moins évidents dans les musiques de film, comme la guitare. Voilà, c'est des choses qu'il va ramener dans la musique de film. Je vous laisse voir ou revoir le film. Qui l'a jamais vu? Il y a ma fille, évidemment. Écoutez, c'est chouette, voilà, il y en a plein d'autres qui l'ont déjà vu. Et donc là, juste pour vous dire aussi ce qui est important de savoir, c'est une production italienne. Le casting est international, comme tous ces westerns italiens. Léon et les réalisateurs italiens n'aimaient pas qu'on dise western spaghetti. Le casting est international. Le film se tourne à la fois en Italie, à Cinecittà en studio, et pour les extérieurs en Espagne, à Almeria. C'est un village, c'est des décors qu'on va beaucoup retrouver dans les productions de Léon. Et tout ce petit monde, après, était plus ou moins post-synchronisé. Là, vous allez voir le film en version anglaise. L'homme sans nom, le fameux Clint Eastwood, il n'a pas beaucoup de dialogue, mais voilà, tout le monde parle en anglais, mais vous avez un casting qui est italien, autrichien, allemand, espagnol. Et au milieu de tout ça, donc en face de Clint Eastwood, vous avez un jeune comédien qui s'appelle Gian Maria Volonté, qui n'a pas beaucoup encore eu de grands rôles au cinéma, et qui va être un méchant notable dans les prochains westerns aussi. Et c'est vrai que c'est 2 mondes qui s'opposent entre ce jeune comédien américain qui est Clint Eastwood, qui est une star de télé pour le moment, et ce jeune comédien italien qui est plutôt une star de théâtre, qui n'a pas fait beaucoup de films. Et je fais juste une dernière parenthèse, je parle beaucoup, mais c'est important parce que ça me tient à cœur. Tout à l'heure, je vous parlais d'Allons enfants, le film des frères Taviani qui va être à la Cinémathèque française, qui est un film assez rare avec une BO de Morricone qui passe jeudi. Dans quelques semaines, j'ai plus la date en tête exactement, il y a un des tout premiers grands rôles de Gian Maria Volonté, juste je crois que c'est juste avant la sortie de Pour une poignée de dollars, qui s'appelle Le Terroriste. Et c'est un film vraiment à part, qui raconte un fait d'armes pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un Italien qui lutte contre le nazisme, et ça se passe à Venise. Le film est vraiment génial et fabuleux. Je vous invite vraiment à découvrir Le Terroriste. Ça. À tout à l'heure pour quelques mots autour du film. Merci. On avait passé le grand silence de Sergio Corbucci. Je voulais réouvrir cette 4e saison avec un film de Sergio Sullivan, un western, Colorado, mais bon, c'était compliqué. Donc voilà, on est revenu au basique et à ce film-là. Et c'est vrai qu'avec ce film, Sergio Leone, il fait une révolution dans le sens que voilà, il installe une nouvelle façon de mettre en scène le western. Et c'est un moment aussi, on est début des années 60, où le western américain, parce que c'est un genre quand même typiquement américain,
il est en train un petit peu de s'essouffler, même s'il y a quelques très beaux morceaux, quelques très grands westerns qui vont avoir lieu et voir le jour pendant les années 60. Mais c'est vrai qu'on est au début des années 60, avec des westerns des fois peut-être un peu plus psychologisants. Je pense à La Vengeance aux deux visages, réalisé avec Marlon Brando. Vous avez aussi John Ford, qui est toujours là, avec des films très emblématiques, mais qui vont déjà aller vers une autre thématique, vers une autre façon de raconter l'Ouest, puisqu'il va faire un très beau film autour des Indiens et pro-Indiens avec les Cheyennes. Il remet en cause aussi tout ce qui a été écrit sur la légende, avec un très beau film qui est L'homme qui tua Liberty Valance. Et c'est vrai qu'il y a une jeune génération aussi qui arrive. Il y a un réalisateur qui s'appelle Sam Peckinpah, qui réalise Coup de feu dans la Sierra. Et Sergio Leone, qui est un fils de réalisateur, qui a été assistant réalisateur, lui petit, évidemment, il vénère ce cinéma-là, le western hollywoodien. Il a été élevé au film de John Ford. Dans ses premiers films, dans ses premiers westerns, la star qu'il veut, à la place de Clint Eastwood, évidemment, le premier nom qu'il a en tête, c'est Henry Fonda. Il va s'y prendre à plusieurs reprises et il va enfin pouvoir avoir Henry Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest et même lui offrir un rôle de méchant, ce que Fonda faisait rarement. Voilà, parce que c'était vraiment une figure emblématique aussi de l'Ouest et plutôt un héros. Et c'est vrai que tous les personnages de western américains étaient très codifiés. Et Sergio Leone, il aimait ça, mais en fait, il avait envie d'un peu, on voyait tout valser. Et il y a plein de choses qu'il trouvait bizarres. Voilà, il a ramené vraiment sa patte à lui, que les autres réalisateurs aussi vont suivre, hein, parce que c'est vrai que ce film-là, c'est son deuxième film. Il a réalisé juste avant un péplum, Le Colosse de Rhodes. Il avait été aussi assistant réalisateur sur Ben-Hur. Il avait aussi co-réalisé Sodome et Gomorrhe avec Robert Aldrich comme réalisateur. Et ce projet-là, il a l'idée parce que, après Le Colosse de Rhodes, il découvre un film de Kurosawa, voilà, vous connaissez peut-être l'histoire, qui s'appelle Yojimbo, le garde du corps. Et il va reprendre la structure de cette histoire, qui s'est dit il faut en faire un western. Il l'écrit avec un ami à lui qui s'appelle Lucio Tessari, qui est aussi un autre réalisateur de western. C'est lui qui va faire, là on a beaucoup parlé de la carrière d'Alain Delon, c'est lui qui va réaliser Le Zorro, que vous avez peut-être vu ou revu avec Delon, Lucio Tessari. Et ils écrivent, ils adaptent ce film-là, et c'est une toute petite production, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, il veut une star. Ses producteurs n'arrivent pas à contacter Henry Fonda. Il pense aussi à James Coburn. James Coburn est trop cher. Et en fait, il y a quelqu'un qui dit à Sergio Leone de regarder une série qui s'appelle Rawhide. Et dans cette série, la star de la série, c'est Clint Eastwood. Et donc, il demande à Clint Eastwood, il reçoit le scénario. Alors, il a un contrat, il est un peu en exclusivité parce qu'il y a cette série à réaliser. Mais dans son contrat, rien ne l'autorise à aller tourner en Europe. Donc, il accepte pour une petite somme. C'est pour ça que ce film se fait autour de Clint Eastwood. Et c'est vrai que donc, le troisième nom, j'ai envie de dire, associé, qui va faire la force du film, c'est la musique de Morricone. Est-ce que Morricone va commencer à insuffler, lui aussi, dans la musique de film de cinéma? Et autour de ce film, donc, il y a l'idée aussi comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on est dans un moment où le western est un peu plus moribond aux États-Unis, mais il y a une vague de westerns qui se font en Europe. Il y a même eu quelques années avant, au début des années 60, des westerns allemands. Et c'est vrai que beaucoup de films vont se faire en Europe avec ce casting complètement cosmopolite. Là, il faut imaginer que Marisol, c'est une actrice allemande, s'appelle Marianne Koch, et c'est vrai que même à la sortie du film, qui est un tout petit film, qui sort dans quelques villes en Italie, Sergio Leone est hyper anxieux parce que le film démarre tout doucement, et sur l'affiche, il y a très peu le nom de Clint Eastwood, il y a plutôt son nom à elle en grand, il y a l'image, c'est pas... Là, ce que vous avez dans le hall, c'est une affiche pour la ressortie française, hein, c'est pas l'affiche première française, mais dans l'affiche, on voit des hommes dessinés et des coups de feu, mais on n'identifie pas du tout les stars, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de stars, j'ai envie de dire, et même, comment il s'appelle, c'était beaucoup le cas à l'époque, Sergio Leone, il signe le film sous le nom de Bob Robertson. Et là, alors j'ai oublié je suis rentré dans la salle, j'ai pas vu le petit carton sur la restauration. Mais donc là, le nom est bien marqué Sergio Leone. Et si vous avez bien fait attention au générique aussi, Morricone n'apparaît pas sous son nom, mais sous le nom de Dan Savio. Et la plupart du casting est un peu américanisé.
Gianmaria Volonté, Volonté en anglais c'est Will, donc il s'appelle, je crois, Jeff Will ou John Will, je ne me rappelle plus de ses noms. John Wells, pardon, merci. Non, Will. Will Wells, non? Wells, c'est ça. Et puis c'est un hommage aussi à Orson Welles. Et donc c'est un film très bizarre en fait quand il sort parce qu'il n'y a pas de star. Mais en fait, le film va être le plus gros succès, je pense, de toute l'histoire des films de Léon. Et il va avoir une carrière internationale. Alors, il va prendre un petit peu de temps, justement, pour sortir aux États-Unis. C'est pour ça que là, dans la version que vous voyez après coup, les affiches, quand les films vont sortir dans les différents pays, les affiches vont évoluer parce qu'on va mettre plus ou moins en scène les noms des gens. Sergio Leone va retrouver son nom, Clint Eastwood aussi, Morricone aussi. Et aussi, alors il y a eu un petit problème parce que c'est vrai que comme Sergio Leone s'était beaucoup inspiré, sans le plagier, mais avait repris la structure du film de Kurosawa et Yojimbo, ces producteurs auraient dû normalement un petit peu s'assurer de la paternité du film et de voir avec Kurosawa, en termes de droit. Ce qui n'a pas été fait, si bien qu'il y a eu un petit procès et qu'au Japon, les producteurs de Sergio Leone ont dû céder les droits aux Japonais gracieusement et à Kurosawa et pour que le film sorte là-bas. Et ils ne le savaient pas. En fait, sur l'affiche, quand le film sortait, c'était des caractères japonais qu'ils ne savaient pas lire. Et les Japonais avaient vendu le film. Le titre, c'était pas pour une poignée de dollars, c'était Le Retour de Yojimbo. Pour vous dire à quel point c'était identifié et important pour eux. Et c'est marrant parce qu'au tout début, le titre de travail de ce film-là, c'est. Alors, j'ai pu s'il y a des gens qui parlent très bien italien, ils sauront traduire. C'est The Magnificent Stranger, l'étranger magnifique. Donc pour faire référence à ce personnage de Clint Eastwood qui arrive, qu'on va appeler l'homme sans nom, parce qu'en effet, on ne sait rien de lui. Il n'a jamais de nom, presque. Et ce personnage, même si ce n'est pas le même, c'est-à-dire que pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Beauté et le Truand, ce ne sont pas des suites. C'est une trilogie parce que c'est une unité sur la façon dont on raconte l'histoire et cette thématique-là. On va aussi retrouver Gianmaria Volonté en méchant et pour quelques dollars de plus. Lee Van Cleef aussi va apparaître dans Et pour quelques dollars de plus, et on va le retrouver à nouveau pour Le Bon, la Beauté et le Truand, mais ce sont des personnages complètement différents. Là, vous avez plutôt un Clint Eastwood qui est un cow-boy mercenaire, c'est-à-dire qui se vend un petit peu au plus offrant. Pour quelques dollars de plus, c'est plutôt un chasseur de primes. Et dans Le Bon, la Beauté et le Truand, on est dans la guerre de sécession, et il traverse la guerre de sécession comme les autres personnages traverse ce moment-là de l'histoire américaine. Je m'arrête là pour commencer, mais je ne sais pas si vous avez quelques remarques, puis après je peux continuer. Et donc en fait, je ne sais pas si vous connaissiez ou pas ce livre-là, mais vraiment c'est une base. N'hésitez pas à vous procurer la nouvelle version du livre de Noël Simsolo. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions sur le Ciné-Club ou sur ce film. N'hésitez pas. Sinon, ce qu'il faut savoir, en effet, c'est qu'il y a beaucoup de bonus, de choses qui ont été dites, écrites autour du film. Et c'est vrai que Clint Eastwood arrive... il n'a jamais tourné en Europe, par exemple. Alors, il vient un petit peu avec une partie de son costume de ride, avec ses éperons, ses boots, le fameux pancho, c'est pas quelque chose qu'il amène, mais c'est quelque chose qu'il s'achète au moment du tournage en Espagne. Et c'est vrai que ce pancho et cette dégaine va suivre les trois films, même si, encore une fois, c'est pas le même personnage, ça fait partie de l'imagerie du film. Et c'est vrai que le film, par contre, va reprendre des codes, c'est-à-dire à la fois, évidemment, ces gros plans, cette façon de raconter l'histoire, et surtout, ce que voulait vraiment insuffler Sergio Leone avec sa façon de voir l'Ouest américain, c'est d'amener un peu plus de réalisme et de réalité. C'est-à-dire souvent, dans les interviews, il disait « je ne comprends pas, dans les films hollywoodiens, les gens sont superbement habillés, maquillés, il y a la femme du shérif, je ne comprends pas, il y a des personnages féminins, ce qu'ils font dans l'histoire. Bon, là, il y a toujours des personnages féminins dans ces films, mais qui ont une vraie... je pense, force ou quelque chose de plus que d'être simplement emblématique ou d'accompagner le héros ou d'être marié au héros. Et c'est vrai que même s'il a toujours eu des personnages masculins très très forts, il va se contredire lui-même avec la plus belle des façons, avec Il était une fois dans l'Ouest et le personnage de Claudia Cardinal,
pour ceux qui étaient là il y a 2 ans quand on avait montré le film ici. Et c'est vrai que Sergio Leone, en fait, il va être un petit peu pris au piège de son succès, mais j'ai envie de dire comme tous les réalisateurs de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des genres qui marchaient, et puis après des filons qui s'ouvraient, et puis il y a eu beaucoup de westerns italiens qui se sont faits, et lui aussi il ne se destinait pas au départ à réaliser des westerns. Hein. Vraiment, c'est cette idée de découvrir Yojimbo et de dire on va l'adapter en western, et il y a la trilogie du dollar. Après, il est sur un piédestal et la Paramount lui laisse carte blanche pour son prochain film qui est Une fois dans l'Ouest. Mais après, Il était une fois dans l'Ouest, où là encore, c'est un succès encore plus international pour tout le monde, que ce soit Morricone et Leone. Il a envie de tourner la page du western. C'est-à-dire que son projet d'après, c'est adapter un roman américain qui s'appelle The Hood, qui va devenir Il était une fois en Amérique. Et ça va lui prendre presque 15 ans. C'est vrai qu'au début des années 70, il veut arrêter le western. Le western italien continue encore. Il veut produire des films, être à l'origine de projets. Il est à l'origine et il lance la production de Il était une fois la Révolution. Il y a beaucoup de noms de réalisateurs qui circulent, hein, qui sont proposés, que ce soit Sam Peckinpah, Peter Bogdanovich. Et en fait, il trouve personne. Il s'y colle à nouveau lui-même. Et à partir de là, il ne va plus rien réaliser, sinon son prochain film, en 1984, Il était une fois en Amérique. Et la production d'après, c'est Mon nom et personne, que vous avez vu ici l'année dernière, que moi j'ai eu le plaisir de ressortir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai qu'en fait, il a ouvert une voie nouvelle, avec cette façon un peu plus ironique, violente, réaliste de raconter l'Ouest américain, hein, quelque chose qui ne lui est pas proche au départ, étant très italien. Mais comme ses collègues, hein, il va être un peu plus mordant, critique sur cette Amérique-là. Si vous avez en tête aussi Le Grand Silence, et que qui est un film qui, 3-4 ans après, pareil, vous retrouvez des codes, des choses qu'on va beaucoup voir dans tout ce western italien, sur la violence, sur ces héros qui passent toujours aussi par un moment de rite initiatique où ils souffrent, ils sont, pour ressurgir un petit peu au milieu, ils sont invincibles, mais voilà, il y a un moment où en effet, ce héros il va souffrir et beaucoup être torturé ou malmené. C'est quelque chose qui revient beaucoup, hein, quand vous avez en tête Le Bon, la Brute et le Truand. Clint Eastwood est dans un sale état tout au long du film, mais c'est lui le héros. Et pareil, c'est Clint Eastwood, je pense que Leone a pris quelque chose qu'il avait vu déjà dans Rawhide, qui est une dégaine, une présence, bizarrement peu de dialogue, mais il y en a quand même là ici, et qui va reproduire dans les films suivants. Je pense aussi, il y a des séquences, il y a des décors, des situations qu'on va beaucoup retrouver sur ces séquences de cimetière, le fossoyeur, les cercueils, et puis des personnages qui vont circuler de film en film. Et évidemment, Morricone qui va aussi beaucoup faire le lien dans tous ces films, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres compositeurs aussi qui vont accompagner ces westerns italiens. Il faut m'arrêter, je ne suis pas du tout spécialiste. Oui. C'est-à-dire, les Morricone, ils vont arriver quand? Il y a une presse, c'est-à-dire vous considérez tout le monde ou il y a Vous voulez dire sur les prochains numéros et ce qu'on va choisir? En fait, j'avance un petit peu au cas par cas. C'est-à-dire que le Ciné-Club, il se glisse toujours dans un dimanche de programmation du Max Linder. Donc là, ça c'est de la petite cuisine interne. Le prochain rendez-vous, c'est le 27 octobre. Ça sera au moment où il y aura l'exploitation aussi du Joker 2. Donc il faut qu'il y ait la possibilité, parce qu'il y a des fois au tout début des sorties, le distributeur veut garder son dimanche matin. Donc là, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Moi, l'idée, ce sera de remettre assez souvent quand même Ennio Morricone au centre. Mais c'est vrai que c'était une proposition souvent de l'équipe et puis de spectateurs qui posaient cette question-là. Là, c'est marrant parce que la semaine dernière, c'était aussi le centenaire de la disparition de Maurice Jarre, un grand compositeur français. Il n'y a pas eu d'hommage en France, sinon à l'Institut Lumière au printemps dernier. Après, c'est vrai que Maurice Jarre est beaucoup attaché à David Lean, mais moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est peut-être des choses différentes, mais pareil, ce qui reste aussi possible, et puis de faire plaisir, de se faire plaisir et de vous faire plaisir à vous. Il va y avoir un documentaire aussi autour de Michel Legrand qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc voilà, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose aussi à poursuivre autour de ça.
Et il y a quelque chose que j'aimais bien faire aussi, c'est au mois de décembre, il y a un événement récurrent qui est tous les ans au Max Linder qui s'appelle le PIF, qui est autour du cinéma fantastique. C'est de trouver une séance, voilà, et un film de Morricone, enfin une musique de Morricone autour du genre, voilà. On avait passé la première année Le Venin de la Peur, un film de Lucio Fulci. Enfin voilà, il y a plein de films que j'aimerais passer comme ça, mais c'est toujours une alchimie entre la date, le titre possible, qu'il y ait un distributeur, qu'il y ait du matériel. Voilà. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je ne pense pas qu'on va faire un compositeur par mois différent. Faut juste, après, je pense qu'il y avait des actualités. C'est vrai que ce livre qui est sorti sur John Williams, qui est sorti au mois de avril-mai, quelque chose comme ça, je pense qu'il méritait voilà, qu'on fasse quelque chose autour. Et on a choisi La Tour Infernale une fois de plus parce que moi je pense qu'ici au Max Linder, il faut aussi des films à grand spectacle, qu'on n'a plus l'habitude de voir en salle de cinéma. Et la copie est disponible et restaurée. Et je pense que voilà, moi je l'ai revu le film chez moi il n'y a pas longtemps. Et j'espère que vous viendrez parce que c'est une belle BO et puis c'est un super beau film en fait tout court. Qui nous replonge dans voilà, des films qu'on a l'habitude de voir maintenant sur des films catastrophes ou autres, mais qui avaient un vrai savoir-faire. Bon, même si depuis là, on se rend compte que les maquillages ou le sang, c'est mieux rendu maintenant, les effets spéciaux de maquillage, que dans le Point Noyé de là. Je ne sais pas si je vous ai répondu à peu près. Mais voilà, je suis prêt à... Et puis l'idée, voilà, c'est aussi de voir ce qui arrive, ce qui se présente en sortie en salle. Et puis aussi, moi, c'était aussi d'avoir des invités de temps en temps. Donc voilà, mais j'ai pas beaucoup de longueur d'avance, je veux dire. Je ne sais pas ce qu'on fera encore en novembre, décembre. J'ai des idées, des envies. Ouais, peut-être quelque chose autour de Michel Legrand en novembre, mais pas, rien contre Jacques Demy, mais pas Podane ou Mademoiselle de Rochefort. On fera autre chose, j'espère. À suivre. 3 petits plans. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à laisser des messages, à nous dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou des questions. Et je ne sais pas tout, j'ai peut-être dit des grosses bêtises. Allez-y, allez-y. Juste une petite parenthèse. Moi, c'est juste une suggestion. Et pour petit, quand Alamo de John Wayne est sorti, j'ai jamais pu le voir en grand écran. Ouais. Toute ma famille l'a vu, enfin tous les CD, et à chaque fois il passe à la télé, raccourci, l'image pas terrible. Donc ça serait bien un jour, au Max Linder ou ailleurs, qu'ils le mettent juste une journée, la version intégrale de 3 heures, pour que les jeunes voient le travail de John Wayne. Et puis c'est un grand film, et puis le gros spectacle avec l'entraque au milieu, enfin bon bref. Un jour peut-être. Vous avez raison. On est sur la même longueur d'onde. Donc le monsieur parlait du film Alamo de John Wayne. Alors c'est marrant que vous en parliez parce que j'avais oublié des choses justement à propos de la musique. Vous voyez la référence ou pas? Timothy Jenkins, il a fait aussi plein de musiques de Pixel, donc le train sifflera 3 fois. Bien sûr. Mais voilà, c'est mon rêve avant de mourir, voir Alamo en grand écran. Vous avez bien raison. Voilà. Alors moi je l'ai revu. Juste pour vous répondre à moitié, en fait ce travail-là on peut le faire quand le matériel il existe, et là je sais qu'il y a eu une ressortie en DVD Blu-ray. Oui, voilà, je l'ai. Vous l'avez aussi à la maison, moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps aussi à la maison. C'est un grand souvenir, et c'est marrant de parler de ce film-là, parce que dans la musique de Pour une poignée de dollars, il y a plein de thèmes, mais le... Ça, c'est justement El Deguelo, c'est un thème qui est déjà présent dans Rio Bravo par Dimitri Tiomkin. Et Dimitri Tiomkin est aussi le compositeur d'Alamo. Et il y a ce moment-là, justement, aussi dans Alamo, El Deguelo, ce thème un petit peu de résistance au moment du Fort Alamo, qui est évoqué dans le film. Et c'est marrant parce que quand Sergio Leone et Ennio Morricone se sont rencontrés la première fois, quand Sergio Leone lui a dit « J'aimerais que tu fasses la musique d'Ennio Morricone », pour une poignée de dollars, ils se connaissaient en fait parce qu'ils avaient fréquenté la même école étant petits, et donc Ennio Morricone l'a rappelé à Sergio Leone, et il lui a dit « Mais tu sais, enfin Sergio Leone il était un peu cash avec Ennio Morricone, il lui a dit « Mais par contre,
tu ne me fais pas la même musique que tu as fait pour Duel au Texas, à la Dimitri Tiomkin. Il lui dit non, mais en fait, j'ai fait ça aussi parce que c'est ce qu'on m'avait demandé. En fait. Donc, il avait refait une musique un peu à la western hollywoodien. Et il va insuffler quelque chose de complètement différent, évidemment, pour une poignée de dollars. Mais je note ce que vous dites. Après, je suis pas... une question de droit. Non, je ne suis pas optimiste sur la copie, en fait. Ouais. Mais en tout cas, je peux vous dire que je vous remercie. On a passé un bon moment. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et puis, bien sûr, en tout cas, je serai là. Et c'est rare qu'on fasse des hommages aux compositeurs musique de film. Et John Williams, je pense que ça sera une belle chose, un bon moment. Voilà, je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, hein, des John Williams. Moi, je ne suis pas super original, hein. J'ai des goûts très très classiques. Non, mais déjà, au moins, l'idée est très forte. Voilà. Parce qu'on sort toujours des films, des nouveaux, tout ça, mais les anciens films, on les oublie, plus ou moins. Et quand ils passent à la télé, le grand écran, c'est. Ah bah là, ça prend. Là, en fait, c'est quand même mieux. C'est le principe du ciné-club, c'est en fait au départ de réentendre la musique dans ces conditions-là et de se replonger dans le film. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Des fois, vous aurez, quand on a fait Ciné-club Ennio Morricone, il y a des fois des très grands films avec des très grandes musiques. Des fois, c'est des musiques tellement fortes et atypiques qui vont soulever le film et on ne le connaît pas bien. Et voilà, et des fois des très grands réalisateurs aussi. Et Andreas Morricone, en ce moment, il fait plein de concerts en Italie. Il continue, voilà. Il poursuit. Voilà, et c'est très bien. Et Ennio Morricone, il sera toujours là, quoi. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit, en fait. C'était le but. Je vous remercie. Moi aussi. J'ai passé un bon moment. Bon dimanche. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, mais merci à tous pour votre présence et à bientôt. Et bah, si vous aimez la musique, à 14h, il y a un grand film musical, Fleuve, qui s'appelle Woodstock, qui passe là tout de suite au Max Linder. Et sinon, si vous aimez aussi la grande musique pour un très grand film muet, il y a une séance exceptionnelle de Napoléon samedi prochain en 2 parties, la très belle restauration qui a été faite par la Cinémathèque française, qui sera projetée ici samedi prochain au Max Linder. Merci beaucoup, à bientôt.